Bienvenue pour cette analyse un peu spéciale. Aujourd'hui, on va se pencher sur les tensions géopolitiques mondiales, le risque d'un conflit majeur. Oui, on va s'appuyer sur deux analyses vidéo assez récentes, c'est ça? Une du Canadian Prepper. C'est ça, une réflexion perso de lui, et puis son interview avec le professeur Zhang, qui est connu pour ses, disons, perspectives sur l'histoire un peu prédictives. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les points clés de ces sources, comprendre les points chauds, les motivations peut-être cachées, et puis les conséquences possibles qu'il dessine. Et pour commencer fort, il y a cette prédiction de Jiang, c'est ça, sur le Moyen-Orient? Exactement, ça donne le ton. Il anticipe une crise majeure, là-bas, et de façon imminente. Il parle même de semaines. Ah oui, si proche. Alors, où est-ce qu'on en est vraiment selon eux? C'est ce qu'on va explorer ensemble. D'accord. Allons-y. Commençons par ces fameux points chauds, donc. D'après le professeur Zhang, il y a deux zones qui vont vraiment nous occuper ces 5 prochaines années. Le Moyen-Orient d'abord. Avec le conflit Israël-Iran. Oui, un risque de conflit direct. Il parle même de frappe israélienne sur l'Iran, tenez-vous bien, dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Waouh, c'est extrêmement court comme délai. Ça soulève la question de la plausibilité quand même. Qu'est-ce qui justifierait une telle urgence pour lui? Alors, il ne détaille pas les catalyseurs immédiats. Mais le scénario qu'il envisage, ça va loin. Ça pourrait monter jusqu'à une invasion terrestre américaine de l'Iran. Carrément une invasion terrestre? Oui. Et il va même plus loin, et là c'est une idée assez radicale, il évoque la possibilité de la destruction de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. La destruction d'Al-Aqsa? Oui. Mais ça mettrait le feu aux poudres dans tout le monde islamique. Il mentionne des pays particulièrement vulnérables si ça arrivait. Oui, il cite la Jordanie spécifiquement. Il pense qu'elle pourrait basculer dans la révolution. D'accord. Et l'autre point chaud majeur, c'est l'Ukraine. C'est ça. L'Ukraine avec une implication croissante de l'OTAN. Il pense que ça ira jusqu'à l'envoi de troupes au sol. Des troupes autant au sol. Oui, et le point critique selon lui, ce serait autour d'Odessa. Il n'hésite pas à dire que ça pourrait devenir un Stalingrad pour l'OTAN. À Stalingrad, l'image est très forte. Ça suggère une défaite stratégique majeure pour l'Alliance. Et il pense que ça aurait des conséquences justes sur le front ukrainien? Non, justement, il anticipe aussi des répercussions en Europe même, des risques de conflits civils. Il parle de la France, du Royaume-Uni. Ah oui? Pourquoi? Il lie ça au mécontentement économique, qui est déjà là, et puis à une possible résistance des gens si on en venait à une forme de conscription pour soutenir l'effort de guerre. Compréhensible. Et ce n'est pas tout, apparemment. Non. Jiang envisage aussi une troisième zone de tension possible, une action américaine contre le Venezuela, Le Venezuela? pour renverser le régime. Voilà. Il pense que militairement, ce serait facile pour les États-Unis, mais par contre, diplomatiquement, un désastre en Amérique du Sud. Ça ruinerait le soft power américain dans la région. C'est intéressant de voir ces trois fronts. Et l'autre source, le Canadian Prepper, dans son analyse solo, il rejoint ces points. Tout à fait. Il met aussi en avant le Venezuela, l'Iran et le face-à-face Russie-OTAN comme des théâtres potentiels imminents. D'accord. À cause de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, même si l'Iran dit officiellement ne pas chercher la bombe. Mhm. Et Canadian Prepper rapporte aussi que Trump aurait parlé d'une préparation active de frappe contre le Venezuela. Et il ajoute un autre facteur d'instabilité, le risque d'un shutdown du gouvernement aux États-Unis. Donc on a une convergence assez frappante des deux sources sur ces trois zones. Iran, Ukraine, Venezuela. On dirait qu'il les voit moins comme des crises isolées que comme des symptômes d'une dynamique globale qui s'accélère, quoi. C'est ça. Reste quand même cette question des délais très courts de Jiang. Ça suggère une précipitation des événements assez inquiétante. Justement, parlons des motivations possibles derrière tout ça, surtout côté américain. Il y a un événement récent qui a beaucoup fait parler les deux analystes. Ah oui, lequel? Cette réunion, absolument sans précédent, de tous les généraux américains de haut rang, ceux au-dessus d'une étoile, convoqués par Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah oui, j'en ai entendu parler. Et là, j'imagine que les interprétations divergent. Qu'est-ce qu'on dit Canadian Prepper? Alors lui, il a une lecture très sécuritaire. Pour lui déjà, rassembler tout ce beau monde au même endroit, c'est un risque de sécurité énorme. Une cible de choix pour une attaque de décapitation, comme on dit. C'est vrai que c'est risqué. Du coup, il a du mal à croire à la version officielle d'une simple réunion de motivation, un pep rally. Son hypothèse est beaucoup plus technique. C'est-à-dire? Il suggère que des codes de communication cruciaux pourraient avoir été compromis. Et donc, il faudrait une réunion physique, totalement coupée des réseaux, air-gapped, c'est le terme, pour transmettre des ordres secrets face à un événement mondial majeur imminent. D'accord. Une lecture très opérationnelle, liée à une menace immédiate. Et le professeur Jiang, lui, il voit ça comment?
Ah, alors lui, c'est radicalement différent. Beaucoup plus politique, voire cynique. Il compare ça à une scène de The Apprentice, l'ancienne émission de Trump. Ah bon? Pour lui, c'est un message très clair aux généraux. Soit vous suivez la ligne, soit vous êtes virés. En gros, il voit l'armée comme une grosse bureaucratie où les généraux, ils tiennent à leur carrière, à leurs privilèges. Et donc il finirait par obéir, même à contre-cœur. C'est ça son analyse. Ils vont rentrer dans le rang. Et Jiang va encore plus loin avec une lecture très particulière, il faut vraiment insister, c'est son interprétation à lui de l'assassinat de Charlie Kirk. Qu'est-ce qu'il en dit? Il y voit un possible sacrifice rituel. Il fait des liens avec la numérologie, le nombre 33, qu'il associe à la franc-maçonnerie, et avec ce qu'il appelle la révélation de la méthode. La révélation de la méthode, c'est quoi ça? C'est l'idée que certains acteurs rendent leur plan tellement évident que le public, en choisissant de les ignorer, devient en quelque sorte complice. D'accord. Ce sont des interprétations qui sortent vraiment du cadre géopolitique classique. Mais est-ce qu'il avance aussi des raisons, disons, plus conventionnelles à cette focalisation américaine sur l'Iran? Oui, il en détaille plusieurs, toujours selon son analyse. Premièrement, une volonté de réaffirmer l'hégémonie américaine. Elle est perçue comme peu écornée depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Donc une action contre l'Iran, ce serait un message de force au reste du monde. Logique. Et ensuite? Deuxièmement, le contrôle des routes commerciales mondiales. L'Iran, c'est un carrefour stratégique. On pense à la Belt and Road d'initiative chinoise, le corridor nord-sud de la Russie et l'Inde. Contrôler l'Iran, c'est contrôler ses flux. Donc là, on est sur des motivations géopolitiques et géoéconomiques assez classiques. Mais il ne s'arrête pas là, j'imagine. Non, effectivement. Troisièmement, il parle de l'idée d'achever un plan qui daterait de l'après-11 septembre. Le général Wesley Clark en avait parlé, viserait à déstabiliser plusieurs pays du Moyen-Orient pour garantir la suprématie régionale d'Israël. L'Iran serait la dernière pièce manquante. D'accord, la théorie des 7 pays en 5 ans, revisitée. C'est un peu ça. Et quatrièmement, et là, son analyse devient vraiment très spécifique, il insiste sur des motivations qu'il qualifie d'eschatologiques et religieuses profondes. Religieuse, ouais. Oui. Il parle de factions influentes sionistes, chrétiens, évangéliques, certains courants juifs extrémistes et même des francs-maçons, qui croiraient littéralement pouvoir accélérer le retour de Jésus ou l'arrivée d'un âge messianique en provoquant une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale pour des raisons religieuses. Selon la vision qu'il leur attribue, oui. Ça passerait par la destruction d'Al-Aqsa, la reconstruction du temple à Jérusalem et faire de Jérusalem la capitale mondiale. Jiang affirme, après avoir fait ses recherches, que ces élites y croient vraiment. C'est assez stupéfiant comme perspective. Dans cette optique, l'islam et l'Église orthodoxe seraient vus comme des ennemis à abattre. Encore une fois, c'est important de bien attribuer cette analyse à Jiang Kong. Absolument. Ça mélange géopolitique et croyances millénaristes de façon assez détonnante. Et il y a aussi une dimension économique, non? Tout à fait. Il décrit l'économie américaine comme un schéma de Ponzi avec cette dette énorme de 37 billions de dollars. Pour lui, les guerres sont structurellement nécessaires pour maintenir ce système. Nécessaire comment? Pour soutenir la demande pour le dollar, pour les bons du Trésor américain, la guerre comme moteur économique ultime, en quelque sorte. Bon, on a donc un éventail très large de motivations possibles avancées par ces sources pour expliquer la posture américaine. Ça va du géopolitique classique, hégémonie, commerce, aux dynamiques bureaucratiques internes, les carrières des généraux, en passant par une contrainte économique systémique, le Ponzi de la dette. Oui. Et jusqu'à ces interprétations beaucoup plus controversées, très spécifiques à Jiang sur des motivations religieuses ou eschatologiques. Et cette réunion des généraux, au final, Oui, elle devient un signal d'alarme majeur, dans tous les cas. Soit c'est une mesure de sécurité extrême face à une menace, Canadian Prepper, soit c'est une reprise en main politique avant un conflit, Jiang. Quoi qu'il en soit, ça signale quelque chose de grave, selon eux. d'accord. Et maintenant, la Russie et la Chine dans tout ça. Quel rôle elles joueraient, toujours d'après ces analyses? Chiang a une théorie assez osée sur une rencontre Poutine-Trump en Alaska. C'est ça, une rencontre dont on n'a pas eu vraiment d'écho officiel, mais selon Chiang, il y aurait eu un accord tacite. Un accord tacite. Sur quoi? Les États-Unis auraient eu le feu vert, en quelque sorte, de la Russie pour intervenir en Iran sans que la Russie ne s'en mêle trop. Et Poutine gagnerait quoi là-dedans? Alors là, c'est le côté machiavélique selon Chiang. Poutine verrait une invasion américaine de l'Iran comme un piège énorme pour Washington. Un pays immense, montagneux, très difficile à contrôler. Ça pourrait enliser l'armée américaine, saper sa puissance. Un bourbier, quoi. Exactement. Et pendant ce temps, Poutine aurait les mains libres pour consolider ses positions en Ukraine et peut-être même étendre son influence en Europe.
une sorte de donnant-donnant stratégique assez cynique, où chacun laisse l'autre s'enfoncer dans son propre problème. Et dans cette logique, l'Iran, il devrait faire quoi, selon Jiang? Sa meilleure carte, ce serait de fermer le détroit d'Ormuz. Ça paralyserait une partie de l'économie mondiale et ça forcerait les États-Unis à s'engager dans ce fameux piège terrestre iranien pour rouvrir le passage. D'accord. Et la Chine, Jiang fait une autre prédiction assez audacieuse, comme dit Canadian Prepper lui-même. Oui, un rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et la Chine dans les 3 à 6 prochains mois. Un rapprochement. Maintenant, alors que les tensions sont si vives, ça se manifesterait comment? Un gens imaginent une visite de Trump en Chine, des concessions américaines sur Taïwan par exemple, s'engager à ne pas soutenir l'indépendance et puis un allègement des tensions commerciales. Et en échange? La Chine laisserait les États-Unis intervenir en Iran. D'accord. Et pourquoi la Chine ferait ça? Parce que, selon Jean, la Chine ne cherche pas la confrontation directe pour l'instant. Il voit des signes, moins d'actions concrètes contre la Chine que sous le premier mandat Trump, des discussions sur un retrait partiel des forces US d'Asie du Sud-Est. C'est une lecture qui va vraiment à contre-courant de ce qu'on entend habituellement sur la confrontation sino-américaine. Comment il justifie cette posture chinoise? Son analyse, c'est que la Chine n'a pas encore de vraie marine blue water, capable de projeter sa puissance loin de ses côtes. Elle est limitée par les chaînes d'îles contrôlées ou influencées par les US. Et paradoxalement, elle dépendrait même de la marine américaine pour sécuriser une partie de ses propres routes commerciales maritimes mondiales. Une relation qu'il décrit comme symbiotique malgré les rivalités. Symbiotique. Ah, c'est intéressant comme terme. Du coup, la Chine chercherait plutôt à jouer un rôle de médiateur, de faiseur de paix, plutôt qu'à entrer un conflit ouvert. Sa ligne rouge absolue, ça reste la souveraineté nationale. Taïwan, Tibet, Xinjiang. Et pour Taïwan, justement, il pense quoi? Invasion ou pas? Plutôt un blocus économique pour faire plier Taipei. Une invasion amphibie, ce serait trop risqué, mauvaise image, et ça risquerait de pousser le Japon et la Corée du Sud à se réarmer massivement. D'accord, un blocus plutôt qu'une invasion. Et il replace ça dans un cadre plus large, c'est ça? Heartland, Rimland? Exactement. La théorie classique, c'est le Heartland, c'est le cœur continental de l'Eurasie, potentiellement Russie, Chine, Iran unis. Le Rimland, c'est les puissances maritimes autour, Royaume-Uni et États-Unis. Et la stratégie anglo-américaine? Selon lui, ça a toujours été de diviser l'Eurasie, pour empêcher l'émergence d'une puissance continentale unie qui rendrait leur puissance maritime, leur thalassocratie, obsolète. Et donc le message de Poutine à l'Europe, ce serait quoi dans cette lecture? Ce serait « Votre vrai problème, ce sont les États-Unis. Ce sont eux qui vous affaiblissent économiquement, les tarifs, le sabotage de Nord Stream, et qui vous poussent à la guerre en Ukraine, pas la Russie. » C'est une grille de lecture géopolitique classique, mais qui éclaire bien ces grandes manœuvres. Mais l'autre source, Canadian Prepper, il apporte des nuances sur la Russie et la Chine. Oui, par exemple, il note l'intérêt commun de la Russie et de la Chine pour la stabilité au Venezuela, ce qui suggère qu'une intervention américaine là-bas ne resterait peut-être pas sans réaction. Ah, donc ça contredit un peu l'idée que la Chine laisserait faire en Iran si les US laissent faire ailleurs. Ça pose question, en effet. Il souligne aussi la durée très longue, 5h30, d'une réunion Poutine-Loukachenko et le déploiement de missiles Iskander au Bélarus. Des signes de préparation à un conflit potentiel avec l'OTAN, selon lui. Et les drones? Oui, il interprète les survols récents de drones présumés russes au-dessus de pays de l'OTAN comme une tentative de niveler le terrain de jeu pour la reconnaissance, après que l'Ukraine ait beaucoup exposé les capacités russes. Bon, on voit des analyses qui dessinent des stratégies complexes et pas toujours parfaitement cohérentes entre elles. La Russie qui tendrait un piège aux USA en Iran, mais qui se prépare aussi à l'OTAN. La Chine qui chercherait un rapprochement tactique avec Washington, tout en ayant des intérêts communs avec la Russie au Venezuela. C'est ça, c'est très fluide. La théorie Heartland-Rimland donne peut-être les grandes lignes, mais dans les détails, ça semble être des jeux diplomatiques et stratégiques incroyablement mouvants et potentiellement très instables. Ces contradictions apparentes, comme l'intérêt russo-chinois au Venezuela, face à l'idée d'une Chine laissant les USA agir en Iran, montrent bien la complexité. Yang, on l'a dit, il craint des troubles civils en Europe, conscription, ou en Amérique du Sud à cause de l'interventionnisme américain. Il revient aussi sur son interprétation de l'assassinat de Kirk. Comme un acte pour préparer les esprits aux tribulations à venir, c'est ça. Il raconte aussi une anecdote personnelle assez frappante, non? Pour illustrer comment il perçoit l'évolution des sociétés occidentales. Oui, et c'est très révélateur de sa pensée. Il raconte un incident à Toronto. Son jeune fils explorait un parc, seul, mais pas en danger selon lui. Des adultes l'interpellent,
puis la police, puis les services sociaux. Et ça s'envenime? Oui, ils insistent pour emmener l'enfant à l'hôpital, même si les ambulanciers disent qu'il n'y a aucun problème médical. Il décrit l'expérience comme humiliante, déshumanisante et effrayante. Il a eu peur qu'on lui retire son enfant à cause d'un excès de zèle bureaucratique. Et il oppose ça à la Chine. Oui, il dit qu'en Chine, dans une situation similaire, il y aurait eu plus d'empathie, de bon sens, malgré les règles. C'est sa perception. Et au-delà de l'anecdote, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'en sert pour argumenter que la société chinoise serait en fait plus résiliente face aux désastres. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle mettrait plus l'accent sur la famille, les relations interpersonnelles pour trouver des solutions. Alors que l'Occident, selon lui, est atomisé, individualiste, trop dépendant de l'État-providence. D'accord, une différence culturelle face à la crise. Il parle aussi d'une culture de la préparation plus ancrée en Chine, à cause de leur histoire de catastrophe face à un Canada moins expérimenté. Et il fait même un parallèle historique assez audacieux. Lequel? Il compare le contrôle possible de l'expression via nos traces numériques sur les réseaux sociaux à la campagne des sans-fleurs de Mao, où ceux qui s'étaient exprimés librement ont ensuite été purgés. Une mise en garde, quoi. C'est une comparaison forte. Et Canadian Prepper, de son côté, il anticipe quoi comme perturbation? Lui aussi, il voit des perturbations majeures arriver. Il pointe la présence militaire qui augmente dans les rues américaines, les actions de l'ICE, l'agence de l'immigration, qui habituerait les gens à une présence paramilitaire. Et économiquement? Il note la flambée de l'or et de l'argent, il anticipe l'éclatement d'une bulle spéculative autour de l'IA, et il mentionne que des guides de survie sont distribués dans certains pays d'Asie d'Est. Donc son message, c'est la préparation. Clairement. Préparation individuelle et renforcer les liens familiaux. Il parle aussi d'un risque de hausse des prix des produits pharmaceutiques. Il cite une entreprise, Jay's Medical, à cause de possibles nouveaux tarifs douaniers. Ce qui est frappant dans les deux cas, c'est ce lien direct qu'ils font entre les grandes manœuvres géopolitiques et des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne, sur la structure sociale. Oui, c'est plus abstrait. Ils abordent la préparation différemment. Plus collective, relationnelle en Chine, selon Jian, plus individuelle, mais peut-être aussi plus dépendante de l'État en Occident. L'anecdote de Jian, qu'on la trouve juste ou pas, elle exprime une crainte face à une perte de bon sens, une déshumanisation bureaucratique, surtout en temps de crise. C'est ça. Les deux sources soulèvent des questions sur notre résilience sociale, sur la manipulation possible de l'opinion et sur le risque d'un contrôle accru face aux chocs qui pourraient arriver. Tout à fait. Donc pour résumer, ces analyses nous brossent un tableau mondial vraiment sous haute tension. Plusieurs points chauds, Iran, Ukraine, Venezuela, qui seraient sur le point de s'embraser. C'est l'impression qui ressort, oui. Des motivations américaines très complexes où se mélangeraient géopolitique, intérêts bureaucratiques, contraintes économiques. Et puis, selon la lecture très spécifique de Jiang, c'est courant, religieux et eschatologique. Un mélange assez... Explosif. Des jeux stratégiques où la Russie chercherait à piéger les USA, pendant que la Chine essaierait de naviguer entre rapprochement tactique et défense de ses intérêts vitaux. Et au bout du compte, la perspective de perturbation majeure, de transformation sociale profonde. Et ils insistent tous les deux sur des signaux un peu sans précédent, non? Oui, cette réunion des généraux, l'intensité des reconnaissances militaires, comme des voyants qui passent au rouge vif. Donc, les points clés à retenir de tout ça, ce serait cette convergence des avertissements sur plusieurs fronts. La diversité des grilles de lecture possibles. Géopolitique, théorie des jeux, analyse bureaucratique, même religieuse chez Jiang pour essayer de décrypter ce qui se passe, surtout côté américain. Et cette insistance sur une fragilité globale du système, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Exactement. Et pour conclure, peut-être une pensée qui émerge de ces analyses. Elles décrivent un monde où coexistent deux choses un peu contradictoires. D'un côté, une possible planification très délibérée, on entend parler de script, d'objectifs eschatologiques, de révélation de la méthode. Oui, comme si tout était écrit. Et en même temps, un risque énorme d'erreur de calcul, de dérapage incontrôlé. Le piège iranien pour les États-Unis, l'escalade nucléaire qui reste toujours possible malgré les discours rassurants. Le chaos qui peut s'en mêler. Voilà. Si ces deux forces, la planification et le chaos potentiel, sont à l'œuvre en même temps, vers quel avenir est-ce qu'on se dirige vraiment? Et quelle est notre marge de manœuvre réelle en tant qu'individu ou nation pour infléchir cette trajectoire si on en croit ces perspectives assez sombres mais très détaillées partagées dans ces sources? C'est une excellente question pour terminer, une question ouverte sur laquelle réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette discussion approfondie.